Le 23 septembre 2009, le journaliste Julien Marchand du Figaro reçoit un paquet anonyme dans son courrier. À l'intérieur, une cassette VHS sans étiquette, accompagnée d'une note manuscrite, La vérité sur Capucine et Salomé. 10 ans exactement après leur disparition mystérieuse, ces images vont rouvrir l'une des affaires les plus troublantes de la fin du XXe siècle. 2 jeunes filles pleines de rêves, disparues après une audition qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce que révèle cette cassette va bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur cette affaire. Comment 2 adolescentes peuvent-elles disparaître sans laisser de traces dans une capitale sous surveillance? Et surtout, qui a filmé ces images et pourquoi les révéler maintenant après tant d'années de silence? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Paris, automne 1999. La capitale française vit ses derniers mois avant le passage à l'an 2000. Dans le 20e arrondissement, le quartier de Belleville conserve encore son caractère populaire malgré les premiers signes de gentrification. C'est ici, dans une petite rue pavée près du métro Pyrénées, que grandit Salomé Vernet, 17 ans, fille unique d'un mécanicien et d'une couturière à domicile. Salomé rêve de cinéma depuis l'enfance. Chaque mercredi, elle prend le métro jusqu'aux Champs-Élysées pour voir les dernières sorties au cinéma. Son père, René Vernet, un homme aux mains calleuses et au cœur tendre, économise surtout pour lui payer des cours de théâtre dans une petite école du 11e arrondissement. Sa mère, Françoise, ajuste les robes de mariée et les costumes dans leur petit appartement de 2 pièces, espérant secrètement que sa fille réussira là où elle n'a jamais osé essayer. De l'autre côté de Paris, dans le 16e arrondissement, vit Capucine Delaunay, 16 ans. Sa famille appartient à la bourgeoisie intellectuelle parisienne. Son père, Michel Delaunay, enseigne l'histoire à l'université de la Sorbonne, tandis que sa mère, Catherine, professeure de littérature au lycée Henri IV, cultive chez sa fille l'amour des arts et de la culture. Leur appartement haussmannien près du Trocadéro respire la culture. Bibliothèque remplie de classiques, reproductions d'œuvres d'art au mur, piano à queue dans le salon. Les 2 jeunes filles se rencontrent en septembre 1999 lors d'un stage d'été au conservatoire du 7e arrondissement. Malgré leurs origines sociales différentes, elles développent rapidement une amitié sincère, unie par la même passion dévorante pour le cinéma et le théâtre. Capucine admire la détermination de Salomé, sa capacité à surmonter les obstacles financiers par la pure volonté. Salomé, elle, est fascinée par la culture de Capucine, sa facilité à citer Molière ou Cocteau, son aisance naturelle sur scène. Chaque samedi, elles se retrouvent au Café de Flore à Saint-Germain-des-Prés, commandent un café serré qu'elles font durer 2 heures en parlant de leur projet. Capucine veut jouer du Pinter, du théâtre contemporain exigeant. Salomé rêve plutôt de cinéma populaire, de toucher le grand public. Elle partage Libération et Télérama, décortique les critiques, imagine leur nom un jour en première page. Le contexte culturel parisien de cette fin de siècle leur est favorable. Le cinéma français vit une renaissance avec des réalisateurs comme Mathieu Kassovitz, qui vient de triompher avec La haine, ou Cédric Klapisch avec Le péril jeune. Les castings sauvages se multiplient, les directeurs de casting cherchent de nouveaux visages, des jeunes authentiques pour incarner cette génération de la fin du millénaire. C'est dans cette effervescence que Capucine découvre, le 20 septembre 1999, une petite annonce dans les pages du magazine Première. Un producteur indépendant recherche 2 jeunes actrices de 16 à 18 ans pour un film sur l'adolescence dans la banlieue parisienne. Le projet s'intitule provisoirement « Nos 20 ans en l'an 2000 ». Le casting doit avoir lieu le jeudi 23 septembre dans un studio du 20e arrondissement. L'annonce précise que le réalisateur, qui souhaite conserver l'anonymat jusqu'à la signature des contrats, a déjà tourné plusieurs courts-métrages remarqués dans des festivals européens.
Le film bénéficie d'un budget de plusieurs millions de francs et vise une sortie nationale pour l'été 2000. Ces détails, qui paraissent crédibles à l'époque, correspondent parfaitement au profil de nombreuses productions indépendantes françaises du moment. Capucine appelle immédiatement Salomé. Les deux amis passent la soirée à préparer leur audition, répétant des scènes de L'esquive d'Abdelatif Kechiche, un texte contemporain qui leur semble parfait pour ce type de projet. Elles choisissent leur tenue avec soin. Salomé opte pour un jean et un pull simple, voulant incarner l'authenticité populaire, tandis que Capucine choisit une robe vintage chinée aux puces, espérant montrer sa personnalité artistique. Le jeudi 23 septembre 1999 commence comme une journée ordinaire. Le thermomètre affiche 15 degrés, un temps typique de l'automne parisien, avec un ciel gris et quelques gouttes intermittentes. Salomé quitte l'appartement familial de Belleville à 14h30. Sa mère lui donne 20 francs pour le métro et un en-cas, lui recommande de bien se tenir droite et de sourire. Son père, rentré exceptionnellement de l'atelier pour lui souhaiter bonne chance, lui dit simplement « Sois toi-même, ma fille, c'est ce qu'il y a de plus beau en toi ». De son côté, dans le 16e arrondissement, Capucine termine son déjeuner en famille. Sa mère lui donne ses derniers conseils d'ancien élève du conservatoire. « N'en fais pas trop, laisse le texte parler, et souviens-toi que la caméra capte tout, même ce que tu ne dis pas. » Son père, plus pragmatique, lui rappelle de bien noter l'adresse exacte du studio et de téléphoner dès la fin de l'audition. Les deux amis se retrouvent à 15 heures précises à la station République, comme convenu. Salomé arrive avec 5 minutes d'avance, Capucine avec 3 minutes de retard, son habitude parisienne. Elles prennent la ligne 11 jusqu'à Belleville, puis la ligne 2 jusqu'à Père-Lachaise, avant de marcher jusqu'à l'adresse indiquée. Le 47, rue des Pyrénées. L'adresse correspond à un petit immeuble industriel des années 70, coincé entre une boulangerie marocaine et un garage automobile. Au rez-de-chaussée, une plaque discrète indique « Studio 47, location d'espace ». Le code d'accès, fourni par téléphone, fonctionne parfaitement. Les jeunes filles montent au premier étage par un escalier en béton au mur peint en blanc cassé. À 16h15, elles frappent à la porte du studio. Un homme d'une quarantaine d'années leur ouvre. Il se présente sous le nom de Laurent Mercier, assistant du réalisateur. Grand, mince, les cheveux poivre et sel, il porte un jean noir et une chemise blanche impeccable. Son sourire paraît professionnel et rassurant. Il s'excuse de l'absence momentanée du réalisateur retenu par un problème technique et propose aux jeunes filles d'attendre dans la salle de casting. Le studio, d'environ 50 mètres carrés, semble authentique. Équipé d'une caméra professionnelle sur trépied, d'un éclairage basique et de quelques chaises, il ressemble aux nombreux espaces de casting parisiens de l'époque. Des affiches de films récents décorent les murs. Rosetta, des frères Dardenne, Le goût des autres, d'Agnès Jaoui. Une table basse porte des numéros récents de Cahiers du cinéma et de Positif. Laurent Mercier demande aux jeunes filles de remplir une fiche standard, état civil, expérience théâtrale, film vu récemment, motivation pour ce projet. Tout paraît normal et professionnel. Il leur offre des boissons, un coca pour Salomé, une eau minérale pour Capucine. Pendant qu'elles remplissent les formulaires, il prépare ostensiblement la caméra, ajuste l'éclairage, consulte des notes sur un carnet. À 16h45, il annonce que le réalisateur arrive dans 10 minutes et propose de commencer par quelques essais techniques. Test de voix, vérification de l'éclairage sur leur visage, réglage de la caméra. Les jeunes filles acceptent naturellement. Ces préparatifs correspondent exactement aux procédures habituelles des castings de l'époque. C'est à ce moment que tout bascule, de manière si subtile qu'elles ne s'en rendent pas compte immédiatement. Laurent Mercier leur demande de boire leur boisson d'un trait pour éviter les interruptions pendant l'audition. Habituées aux exigences parfois étranges du milieu artistique, elles s'exécutent sans méfiance. 15 minutes plus tard, Salomé commence à ressentir une légère somnolence, qu'elle attribue d'abord au stress et à la fatigue de la journée. Capucine se plaint d'un léger mal de tête.
Laurent Mercier, toujours souriant et professionnel, leur propose de s'allonger quelques minutes sur le canapé du studio, le temps que le réalisateur arrive. Les derniers souvenirs cohérents des jeunes filles datent de 17h15. Salomé se souvient vaguement d'avoir voulu se lever pour téléphoner à sa mère, mais de ne plus y arriver. Capucine garde l'image floue de Laurent Mercier qui téléphone à quelqu'un en chuchotant, puis plus rien. Le soir même, quand ni Salomé ni Capucine ne rentrent chez elles et ne donnent de nouvelles, leur famille s'inquiète rapidement. Françoise Vernet appelle les Delaunay vers 20h. Catherine Delaunay, elle aussi anxieuse, confirme que Capucine n'est pas rentrée. Les deux mères se rendent ensemble au commissariat du 20e arrondissement vers 21h30. L'enquête commence immédiatement. Les policiers se rendent au 47, rue des Pyrénées, dès 22h. Ils trouvent l'immeuble plongé dans l'obscurité. Le concierge, Monsieur Hadj, un retraité algérien qui vit là depuis 15 ans, confirme qu'il n'y a jamais eu de studio 47 dans l'immeuble. Le premier étage abrite seulement un petit entrepôt textile, fermé depuis 3 mois pour cause de liquidation judiciaire. L'enquête révèle rapidement que l'annonce parue dans Première était un faux. Le magazine confirme qu'aucune publicité n'a été payée pour ce casting. Quelqu'un a simplement glissé une fausse page publicitaire dans quelques exemplaires du magazine, distribués dans certains kiosques parisiens. Une technique artisanale mais efficace pour cibler précisément de jeunes aspirantes actrices. La dernière trace des jeunes filles remonte à 15h50, captée par la caméra de surveillance de la boulangerie voisine. On les voit entrer dans l'immeuble, Salomé portant son sac en bandoulière, Capucine tenant un dossier sous le bras. Elles paraissent détendues et confiantes. Aucune caméra ne les filme ressortir. L'automne 1999 se transforme en cauchemar pour les familles Vernet et Delaunay. Les semaines qui suivent la disparition voient se déployer l'une des enquêtes les plus importantes menées par la brigade criminelle parisienne de cette décennie. Le commandant Laurent Giraud, un homme de 52 ans aux 28 années d'expérience dans la police judiciaire, prend personnellement en charge l'affaire. L'enquête de proximité révèle que plusieurs jeunes filles de la région parisienne ont reçu des appels téléphoniques similaires dans les semaines précédentes. 3 adolescentes de Montreuil, 2 de Créteil et 1 de Nanterre témoignent avoir été contactées pour des castings fictifs dans différents arrondissements parisiens. Toutes décrivent le même scénario. Un homme à la voix posée et professionnelle, connaissant parfaitement le vocabulaire du cinéma, proposant des auditions pour des films indépendants avec de vrais budgets. Heureusement, ces jeunes filles n'ont pas donné suite, soit par méfiance instinctive, soit parce que leurs parents s'y sont opposés. Leurs témoignages permettent d'établir que le prédateur opérait selon une méthode rodée, ciblant spécifiquement des adolescentes passionnées par le cinéma et issues de milieux sociaux différents. René Vernet prend un congé sans solde de son garage pour participer activement aux recherches. Chaque matin, il arpente les rues de Paris avec des photos de Salomé, interrogeant les commerçants, les gardiens d'immeubles, les sans-abri qui voient tout et ne disent rien. Sa démarche méthodique l'amène à couvrir systématiquement tous les arrondissements, quartier par quartier, rue par rue. Il garde dans sa poche un carnet où il note chaque adresse visitée, chaque personne rencontrée, chaque détail qui pourrait avoir de l'importance. Françoise Vernet sombre dans une dépression qui l'empêche de travailler. Elle passe ses journées assise près du téléphone, espérant un appel qui ne vient jamais. Les robes de mariée restent inachevées dans l'appartement de Belleville. Les clientes, d'abord compatissantes, finissent par aller voir ailleurs. En quelques mois, l'activité de couture qui faisait vivre la famille s'effondre complètement. Dans le 16e arrondissement, la famille Delaunay vit le drame différemment, mais avec la même intensité. Michel Delaunay utilise ses contacts universitaires pour mobiliser ses collègues et étudiants. Il organise des battues le week-end dans les bois de Boulogne et de Vincennes, coordonne une campagne d'affichage dans tout Paris, multiplie les appels aux médias. Catherine Delaunay, elle, se plonge dans l'analyse minutieuse de tous les éléments de l'enquête, épluche les témoignages, cherche des incohérences ou des pistes négligées.
Le contraste social entre les deux familles, d'abord estompé par l'amitié de leur fille, ressurgit dans la gestion du drame. Les Delaunay ont les moyens d'engager un détective privé, Alain Moretti, ancien commissaire reconverti dans le privé. Ils organisent des conférences de presse, font appel à des voyants médiatiques, contactent des journalistes d'investigation. Les Vernet, eux, ne peuvent compter que sur leur détermination et leur connaissance du pari populaire. Cette différence de moyens crée des tensions ponctuelles entre les familles, malgré leurs douleurs communes. René Vernet supporte mal les méthodes spectaculaires des Delaunay, qu'il juge parfois contre-productives. Michel Delaunay, de son côté, s'impatiente de ce qu'il perçoit comme la passivité relative des autorités face à la disparition de 2 mineurs. Au printemps 2000, soit 6 mois après la disparition, l'enquête officielle marque le pas. Tous les témoignages ont été recueillis, toutes les pistes explorées. La théorie d'un enlèvement crapuleux s'impose progressivement, mais sans preuve matérielle, l'affaire risque de rejoindre le dossier des cold cases parisiens. Le commandant Giraud maintient une surveillance discrète sur quelques suspects potentiels, mais aucun élément nouveau n'émerge. C'est à cette période que naissent les premières théories alternatives dans l'entourage des familles. Certains évoquent une fugue organisée, les 2 adolescentes ayant pu partir ensemble tenter leur chance à l'étranger. D'autres imaginent un recrutement par une secte ou un réseau international. Ces hypothèses, bien que farfelues, trouvent un écho dans la détresse des proches qui refusent d'envisager le pire. L'été 2000 marque un tournant dans la perception publique de l'affaire. Les médias, après avoir largement couvert les premières semaines de recherche, se désintéressent progressivement du dossier. L'actualité du passage à l'an 2000, puis des premiers mois du nouveau millénaire, relègue la disparition de Capucine et Salomé aux pages intérieures des journaux, puis aux simples entrefilets. Cette indifférence progressive blesse profondément les familles. René Vernet développe une amertume tenace contre ce qu'il appelle l'oubli organisé. Il reprend son travail au garage, mais ses collègues témoignent qu'il n'est plus le même homme. Taciturne, parfois colérique, il effectue ses tâches mécaniquement, tout en gardant constamment sur lui une photo de Salomé. En septembre 2000, un an exactement après la disparition, les familles organisent une cérémonie de commémoration devant l'immeuble de la rue des Pyrénées. Une vingtaine de personnes se rassemblent, parents, amis, quelques voisins compatissants, 2 journalistes et un caméraman de FR3. Catherine Delaunay lit un texte où elle implore toute personne détenant des informations de se manifester. Sa voix se brise quand elle évoque nos filles qui auraient 18 et 19 ans aujourd'hui. Les années qui suivent voient s'installer une routine douloureuse. Chaque 23 septembre, les familles se retrouvent rue des Pyrénées pour un hommage de plus en plus intime. Chaque 23 de chaque mois, René Vernet dépose des fleurs devant l'immeuble. Chaque anniversaire de Capucine et Salomé devient un jour de recueillement silencieux. En 2003, soit 4 ans après la disparition, un événement relance brièvement l'espoir. Une jeune femme de 22 ans se présente spontanément au commissariat de Belleville en affirmant être Salomé Vernet. Elle connaît suffisamment de détails sur la famille pour troubler momentanément René et Françoise. L'expertise ADN, pratiquée en urgence, révèle qu'il s'agit d'une mythomane en recherche d'identité, elle-même victime de maltraitance familiale. Cet épisode traumatisant achève de briser les derniers espoirs des Vernet. En 2005, 6 ans après les faits, Michel Delaunay prend sa retraite anticipée de l'université. Il consacre désormais tout son temps à l'enquête, transformant une pièce de son appartement en véritable centre de documentation sur l'affaire. Classeurs, cartes, photos, témoignages, tout est méticuleusement archivé et régulièrement réexaminé. Cette obsession inquiète Catherine, qui voit son mari s'enfermer dans une quête sans fin. C'est également en 2005 qu'apparaît un nouveau personnage qui va jouer un rôle crucial dans la suite des événements. Julien Marchand, 28 ans, jeune journaliste au Figaro, spécialisé dans les faits divers parisiens, s'intéresse à l'affaire dans le cadre d'un dossier sur les disparitions non résolues. Son article, publié en septembre 2005,
relance momentanément l'attention médiatique sur le cas de Capucine et Salomé. Marchand apporte un regard neuf sur l'enquête. Contrairement aux journalistes qui ont couvert l'affaire en temps réel, il n'est pas pollué par les premières impressions et les théories initiales. Son approche méthodique, inspirée des techniques du journalisme d'investigation anglo-saxon, l'amène à recontacter tous les témoins, à vérifier tous les éléments factuels, à chercher les incohérences dans les témoignages. Sa démarche professionnelle séduit Michel Delaunay, qui lui donne accès à tous ses dossiers. René Vernet, plus méfiant envers les journalistes depuis les déceptions passées, accepte finalement de collaborer après avoir testé la sincérité et la persévérance du jeune homme. Marchand passe ainsi plusieurs mois en 2005 et 2006 à reconstituer minutieusement les dernières heures de Capucine et Salomé. Ces recherches ne débouchent sur aucune révélation spectaculaire, mais elles permettent d'affiner certains détails de l'enquête. Marchand établit notamment que la fausse annonce dans Première a été insérée avec une technique sophistiquée nécessitant des complicités dans la chaîne de distribution du magazine. Il identifie également plusieurs autres castings fictifs organisés dans Paris entre 1998 et 2000, suggérant que le prédateur était actif depuis plus longtemps qu'initialement supposé. En 2007, 8 ans après la disparition, l'affaire connaît un nouveau rebondissement inattendu. Un détenu de la prison de Fleury-Mérogis, incarcéré pour proxénétisme aggravé, contacte les autorités en prétendant détenir des informations sur le sort de Capucine et Salomé. Cet homme, Didier Bonneau, 45 ans, originaire de la région parisienne, affirme avoir rencontré les jeunes filles dans un réseau de prostitution en Europe de l'Est. Son témoignage, d'abord pris au sérieux, s'avère rapidement fantaisiste. Bonneau espérait obtenir une réduction de peine en échange de ses révélations. L'enquête approfondie révèle qu'il était déjà incarcéré en 1999 au moment de la disparition. Cet épisode illustre la difficulté des enquêteurs à faire le tri entre les vraies pistes et les affabulations d'individus en quête de notoriété ou d'avantages judiciaires. L'année 2008 marque une période de relatif découragement pour toutes les parties impliquées dans l'affaire. Le commandant Giraud, désormais proche de la retraite, reconnaît privately que l'enquête a probablement atteint ses limites avec les moyens traditionnels. Les familles, épuisées par 9 années d'espoir et de déception, commencent à envisager l'organisation de cérémonies d'adieu symboliques. C'est dans ce contexte que Julien Marchand, devenu au fil des années un spécialiste reconnu de l'affaire, maintient une veille médiatique active. Il a développé un réseau de contacts dans la police, la justice et les médias européens, convaincu que la clé de l'énigme se trouve peut-être ailleurs qu'en France. Sa persévérance va se révéler décisive. Le matin du 23 septembre 2009, exactement 10 ans après la disparition, Julien Marchand arrive dans les bureaux du Figaro vers 9 heures, comme chaque jour depuis 4 ans. À 32 ans, il est devenu l'un des journalistes d'investigation les plus respectés de sa génération. Mais l'affaire Capucine et Salomé reste son obsession professionnelle et personnelle. Ce matin-là, la préposée au courrier, Madame Legrand, lui remet un paquet qui l'intrigue immédiatement. L'enveloppe Kraft, de format A4, porte son nom tapé à la machine à écrire, une pratique devenue rare en cette époque du tout numérique. L'adresse de l'expéditeur est absente, et le cachet de la poste indique un envoi depuis le 15e arrondissement de Paris, daté du 21 septembre. Marchand palpe l'enveloppe avant de l'ouvrir. Elle contient visiblement un objet rectangulaire rigide. Intrigué par cette livraison le jour anniversaire de la disparition, il ouvre délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, il découvre une cassette VHS sans étiquette, accompagnée d'une feuille de papier blanc pliée en 4. Le message, rédigé dans une écriture soignée à l'encre bleue, est bref et troublant. « Monsieur Marchand, votre persévérance mérite d'être récompensée. Cette cassette contient la vérité sur ce qui est arrivé à Capucine Delaunay et Salomé Vernet le 23 septembre 1999. Regardez-la seule, puis décidez ce que vous en ferez.
un témoin du temps. Le journaliste observe longuement la cassette. Le format VHS, déjà obsolète en 2009, suggère que l'enregistrement date de plusieurs années. La cassette elle-même ne porte aucune inscription, aucune trace d'usure particulière. Elle semble avoir été conservée précieusement pendant des années avant d'être envoyée. Marchand hésite sur la conduite à tenir. Son instinct professionnel lui dicte de contacter immédiatement la police, mais sa curiosité de journaliste et sa connaissance intime de l'affaire le poussent à visionner d'abord le contenu. Il décide de rentrer chez lui pendant sa pause déjeuner pour regarder la cassette dans l'intimité. À 13h30, dans son appartement du 11e arrondissement, Marchand insère la cassette dans son vieux magnétoscope, conservé précisément pour ce type de situation professionnelle. L'écran grésille quelques secondes, puis une image floue apparaît progressivement. Ce qu'il découvre le glace d'horreur et confirme ses pires craintes sur le sort des deux adolescentes. Les premières images montrent un espace confiné, probablement une cave ou un sous-sol aménagé. L'éclairage artificiel, constitué d'ampoules nues suspendues au plafond, crée une ambiance sinistre. On distingue des murs en béton brut, une porte métallique au fond, quelques objets hétéroclites éparpillés dans l'espace. Puis la caméra pivote vers deux silhouettes recroquevillées dans un coin de la pièce. Marchand reconnaît immédiatement, malgré l'image de qualité médiocre, Capucine et Salomé. Les jeunes filles, visiblement amaigries et terrorisées, portent des vêtements sales qui ne sont plus ceux de leur disparition. Leurs cheveux sont coupés courts, de manière grossière. Leurs visages expriment une peur profonde et une résignation qui serre le cœur. La caméra est manipulée par quelqu'un qui reste hors champ, mais dont on entend parfois la respiration ou de légers déplacements. Cette personne semble filmer de manière amateur, sans technique particulière, comme pour constituer une archive personnelle plutôt qu'un document destiné à être diffusé. L'enregistrement, d'une durée de 11 minutes, ne contient aucune violence explicite, mais l'implication est claire et terrifiante. On voit les jeunes filles contraintes de regarder la caméra, de dire leur nom, d'indiquer qu'elles sont bien traitées. Leurs voix, faibles et tremblantes, contrastent dramatiquement avec l'assurance qu'elles affichaient lors de leurs dernières apparitions publiques. Vers la fin de l'enregistrement, une voix masculine hors champ s'adresse aux jeunes filles en français avec un léger accent que Marchand n'arrive pas à identifier précisément. L'homme leur donne des instructions simples, leur demande de sourire, de dire qu'elles vont bien. Capucine et Salomé s'exécutent mécaniquement, avec la soumission de personnes brisées psychologiquement. La cassette s'arrête brutalement, sans explication ni conclusion. Marchand reste plusieurs minutes devant l'écran noir, bouleversé par ce qu'il vient de voir. Ces images confirment que les deux adolescentes ont bien été enlevées et séquestrées, mais elles soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Qui a filmé ces images? Quand exactement ont-elles été tournées? Où se trouve ce lieu de détention? Pourquoi cette cassette resurface-t-elle maintenant, 10 ans après les faits? Et surtout, qui connaissait suffisamment l'implication de Marchand dans l'affaire pour lui envoyer spécifiquement ce document? Le journaliste comprend immédiatement qu'il tient entre ses mains l'élément qui va relancer complètement l'enquête. Mais il réalise également qu'il porte désormais une responsabilité écrasante envers les familles des victimes et envers la justice. Comment annoncer à René et Françoise Vernet, à Michel et Catherine Delaunay, que leurs filles ont effectivement été victimes d'un enlèvement et probablement subir le pire? Après avoir visionné la cassette, Marchand prend une décision qui engagera toute la suite de l'enquête. Plutôt que de contacter immédiatement la police, il choisit de revoir le document frame par frame pour en extraire tous les détails utilisables avant de le remettre aux autorités. Cette démarche, discutable d'un point de vue légal, se révélera cruciale pour l'avancement de l'affaire. En analysant minutieusement les images, Marchand relève plusieurs éléments significatifs. D'abord, le timecode visible dans le coin inférieur droit de l'écran indique que l'enregistrement date du 28 octobre 1999, soit 5 semaines exactement après la disparition.
Cette information capitale suggère que les jeunes filles étaient encore vivantes, plus d'un mois après leur enlèvement. Ensuite, l'analyse de l'arrière-plan révèle des détails architecturaux intéressants. Les murs en béton présentent des traces de coffrage caractéristiques des constructions des années 70. Une conduite d'eau apparent, partiellement visible sur le côté gauche de l'image, porte un numéro de série que Marchand parvient à déchiffrer partiellement. Ces éléments techniques pourraient permettre d'identifier le type de bâtiment et éventuellement sa localisation. Le plus troublant reste cependant un détail sonore que Marchand ne remarque qu'après plusieurs visionnages attentifs. En arrière-plan du enregistrement, on perçoit un bruit régulier et sourd, comme un roulement de machinerie industrielle. Ce son, très faible mais constant, évoque le fonctionnement d'équipements lourds, peut-être une chaufferie ou des pompes de relevage. Fort de ces observations, Marchand contacte discrètement François Durand, un ami technicien audiovisuel spécialisé dans l'expertise judiciaire. Sans révéler la nature exacte du document, il lui demande d'analyser la bande sonore pour isoler et identifier les bruits de fond. Durand, intrigué par cette demande inhabituelle, accepte de travailler sur l'échantillon sonore le soir même. Le lendemain matin, 24 septembre, Durand recontacte Marchand avec des informations précieuses. L'analyse spectrale révèle que le bruit de fond correspond effectivement à une machinerie industrielle, probablement des pompes centrifuges de gros débit fonctionnant en continu. La fréquence et l'intensité du son suggèrent une installation de traitement des eaux ou une station de pompage, typique des infrastructures urbaines souterraines. Cette découverte oriente Marchand vers une nouvelle piste. Il se souvient que l'enquête initiale avait exploré l'hypothèse d'une séquestration dans les nombreux espaces souterrains parisiens. Parking, caves d'immeubles, réseaux techniques. Mais la police s'était concentrée sur les zones proches du lieu de disparition, dans le 20e arrondissement et les secteurs limitrophes. Si les jeunes filles ont été détenues près d'une station de pompage, cela élargit considérablement le périmètre de recherche à l'ensemble du réseau d'assainissement parisien. La SAGEP, Société gestionnaire des eaux de Paris, exploite des dizaines d'installations réparties dans tous les arrondissements. Certaines, situées dans des zones industrielles ou des secteurs peu fréquentés, pourraient constituer des cachettes idéales. Marchand décide alors de jouer carte sur table avec les autorités. Le 24 septembre au matin, il contacte le commandant Giraud, désormais à la retraite, mais resté officieusement consultant sur l'affaire. Giraud, surpris par cet appel inattendu, accepte de rencontrer le journaliste dans l'après-midi. La rencontre a lieu dans un café discret du 14e arrondissement. Giraud, 62 ans, conserve l'allure méthodique et la perspicacité qui ont fait sa réputation. Quand Marchand lui explique la situation et lui montre la cassette, l'ancien policier reste d'abord silencieux, visiblement ému de découvrir ces images après 10 années d'enquête infructueuse. « Vous rendez-vous compte de ce que vous avez entre les mains ?» demande finalement Giraud. Cette cassette constitue la première preuve matérielle de l'enlèvement. Mais elle pose aussi des questions terrifiantes sur l'identité de l'expéditeur. Qui garde un tel document pendant 10 ans avant de vous l'envoyer? Et pourquoi maintenant? Giraud analyse rapidement les implications de cette découverte. D'abord, elle confirme définitivement que Capucine et Salomé ont été victimes d'un enlèvement organisé, écartant toutes les théories alternatives de fugue ou d'accident. Ensuite, elle suggère que leurs ravisseurs maîtrisaient les techniques audiovisuelles et avaient probablement l'habitude de documenter leurs crimes. Le plus inquiétant, selon l'ancien commandant, reste l'identité de l'expéditeur anonyme. 3 hypothèses se dessinent. Soit l'un des ravisseurs souhaite révéler la vérité pour des raisons personnelles, soit un complice cherche à se dédouaner en orientant l'enquête, soit un témoin indirect a découvert cette cassette et décide enfin de la transmettre aux autorités. Giraud insiste pour que Marchand remette immédiatement le document au commissariat. L'analyse technique approfondie pourrait révéler des indices invisibles à l'œil nu. Empreinte digitale sur la cassette, trace ADN sur l'enveloppe, expertise de l'écriture du message d'accompagnement.
Chaque heure de retard diminue les chances d'exploiter efficacement ces éléments. L'après-midi même, Marchand et Giraud se rendent ensemble au commissariat du 20e arrondissement. Le commandant Lévy, successeur de Giraud sur l'affaire, accueille cette découverte avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude. Satisfaction de voir enfin l'enquête relancée par des éléments tangibles, inquiétude face aux implications de ces révélations pour les familles et l'opinion publique. La cassette est immédiatement transmise au laboratoire de police scientifique de l'identité judiciaire. Les experts confirment rapidement l'authenticité du document et l'absence de montage ou de manipulation. L'analyse de l'enveloppe et du message ne révèle aucune empreinte exploitable, suggérant que l'expéditeur a pris ses précautions. Parallèlement, l'expertise audiovisuelle confirme et précise les observations de Marchand et Durand. Le bruit de fond correspond effectivement à des pompes industrielles, probablement installées dans un local technique souterrain. La réverbération acoustique indique un espace de taille moyenne, avec des murs en béton et un plafond relativement bas. Ces éléments techniques permettent aux enquêteurs de dresser un profil plus précis du lieu de détention. Il s'agit probablement d'un local technique situé dans le sous-sol d'un bâtiment industriel ou administratif à proximité d'une installation de pompage. Ce type d'espace, généralement peu surveillé et rarement visité, constituerait effectivement une cachette idéale pour des criminels expérimentés. Le 25 septembre, soit 48 heures après la réception de la cassette, le commandant Lévy convoque une réunion d'urgence avec tous les services impliqués dans l'enquête. Participent à cette séance de travail les équipes de la brigade criminelle, de l'identité judiciaire, de la police technique et scientifique, ainsi que des représentants de la SAGEP et des services techniques de la ville de Paris. L'objectif est de dresser une cartographie exhaustive de tous les sites parisiens correspondant aux caractéristiques déduites de l'analyse de la cassette. La SAGEP fournit la liste de ces installations de pompage, complétée par l'inventaire des chaufferies urbaines, des locaux techniques du métro et des espaces souterrains des grands ensembles immobiliers. Cette cartographie révèle l'ampleur du défi. Paris compte plusieurs centaines de sites correspondant potentiellement aux critères identifiés. Une perquisition systématique nécessiterait des moyens considérables et plusieurs mois de travail, sans garantie de résultat si la séquestration a eu lieu en banlieue ou si les lieux ont été modifiés depuis 2000. C'est alors que Giraud propose une approche différente, basée sur son expérience des enquêtes complexes. Plutôt que de rechercher le lieu de détention, il suggère de se concentrer sur l'identité de l'expéditeur de la cassette. Cette personne possède des informations précises sur l'affaire et a choisi spécifiquement Marchand comme destinataire. Elle connaît donc forcément l'implication du journaliste dans l'enquête. Cette piste conduit les enquêteurs à éplucher tous les contacts professionnels et personnels de Marchand en lien avec l'affaire. Ils dressent une liste des personnes ayant eu accès aux informations détaillées sur son travail. Sources policières, membres des familles, autres journalistes, experts consultés, témoins interviewés au fil des années. Parmi ces contacts figure un nom qui retient l'attention de Giraud. Alain Moretti, le détective privé engagé par les Delaunay en 2000. Moretti a travaillé étroitement avec Marchand entre 2005 et 2006, partageant informations et hypothèses. Ancien commissaire, il possède l'expérience et les contacts nécessaires pour mener des investigations discrètes. Mais surtout, Moretti habite le 15e arrondissement, d'où a été expédiée la cassette. Cette coïncidence géographique, ajoutée à sa connaissance intime de l'affaire et à ses liens avec Marchand, en fait un suspect potentiel ou, au minimum, un intermédiaire possible dans la transmission du document. Le 26 septembre, Giraud et Lévy décident de convoquer Moretti pour un entretien informel. L'ancien détective, âgé de 68 ans, vit seul dans un appartement bourgeois de la rue Lecourbe depuis son veuvage en 2007. Ses anciens collègues le décrivent comme un homme intègre mais obsessionnel, marqué par plusieurs affaires non résolues de sa carrière active. Quand les policiers sonnent à sa porte le 26 septembre au matin, Moretti les accueille sans surprise apparente. Son attitude calme et coopérative contraste avec la tension des enquêteurs.
Il accepte de les accompagner au commissariat pour clarifier sa situation, une formulation qui intrigue Giraud par sa précision juridique. Au commissariat, Moretti confirme d'emblée qu'il est effectivement l'expéditeur de la cassette. Cette confession immédiate surprend les enquêteurs, qui s'attendaient à une phase de déni et de négociation. Moretti explique qu'il attendait cette convocation depuis le 23 septembre et qu'il est soulagé de pouvoir enfin tout révéler. Son récit va bouleverser complètement la compréhension de l'affaire et révéler une vérité encore plus sombre que tout ce qui avait été imaginé jusqu'alors. Dans la salle d'interrogatoire du commissariat du 20e arrondissement, Alain Moretti commence son récit d'une voix posée, avec la précision d'un ancien policier habitué aux dépositions officielles. Ce qu'il révèle va éclairer 10 années de mystère sous un jour terrifiant. Tout a commencé en février 2008. Explique Moretti, en regardant fixement ses mains croisées sur la table. J'enquêtais sur une affaire de mœurs pour un client privé, une histoire de chantage dans le milieu artistique parisien. Mes investigations m'ont mené vers un réseau que je n'aurais jamais dû découvrir. Moretti raconte comment cette enquête sur un proxénète de Pigalle l'a conduit à identifier un groupe d'individus spécialisés dans l'enlèvement et l'exploitation de jeunes femmes. Contrairement au réseau de prostitution classique, ces criminels ciblaient spécifiquement des aspirantes actrices et mannequins, exploitant leurs rêves artistiques pour les attirer dans des pièges sophistiqués. Le chef de ce réseau était quelqu'un que personne n'aurait soupçonné, poursuit Moretti. Philippe Lemont, 54 ans, producteur de films publicitaires, père de famille respectable habitant Neuilly-sur-Seine. Il possédait une société de production légitime, Lumière Film, qui servait de façade à ses activités criminelles. Lemont opérait selon un mode opératoire rodé. Il identifiait ses victimes potentielles en surveillant les écoles de théâtre, les castings légitimes, les concours de mannequinat. Ses complices, dont le fameux Laurent Mercier qui avait piégé Capucine et Salomé, se faisaient passer pour des assistants de casting et organisaient de fausses auditions dans des lieux temporaires. Les jeunes femmes sélectionnées étaient droguées lors de ces prétendues auditions, puis transportées vers un lieu de détention situé dans les sous-sols d'un ancien entrepôt désaffecté de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Cet entrepôt, officiellement vide depuis une liquidation judiciaire, appartenait à une société écran contrôlée par Lemont. Les victimes étaient contraintes de participer à des productions audiovisuelles destinées à une clientèle internationale très spécifique, explique Moretti, évitant volontairement les détails les plus sordides. Lemont avait développé un commerce lucratif avec des collectionneurs privés en Europe et en Amérique du Nord, des hommes fortunés payant des sommes considérables pour des contenus personnalisés. Le réseau fonctionnait depuis au moins 1998. Lemont et ses complices avaient perfectionné leur méthode au fil des années, ciblant exclusivement des jeunes femmes sans famille, proches ou issues de milieux modestes, limitant ainsi les risques d'enquêtes approfondies. Capucine et Salomé représentaient une exception à cette règle, leur profil social ayant probablement attiré l'attention des autorités plus qu'escompté. Moretti révèle ensuite comment il a découvert l'implication de Lemont dans la disparition des 2 adolescentes. En surveillant discrètement le producteur dans le cadre de son enquête initiale, il l'a vu rencontrer Laurent Mercier dans un café de République en mars 2008. Intrigué par cette rencontre entre son suspect et un homme correspondant au signalement diffusé dans l'affaire Capucine Salomé, Moretti a décidé d'approfondir ses investigations. J'ai passé 6 mois à surveiller Lemont et son entourage, raconte l'ancien détective. J'ai photographié ses complices, répertorié ses déplacements, identifié ses propriétés. En septembre 2008, j'ai finalement localisé l'entrepôt de Montreuil où il détenait ses victimes. La découverte de ce lieu de séquestration confronte Moretti à un dilemme moral et professionnel déchirant. En tant qu'ancien policier, il sait qu'il devrait immédiatement alerter les autorités. Mais en tant que détective privé travaillant sans mandat officiel, il craint que ses méthodes d'investigation illégales ne compromettent les poursuites judiciaires. Surtout,
Moretti découvre que Le Monde bénéficie de protections inquiétantes. Le producteur entretient des relations étroites avec plusieurs personnalités influentes du milieu artistique et politique parisien. Certains de ses clients occupent des positions qui leur permettraient d'étouffer une enquête ou de faire disparaître des preuves. J'ai pris la décision la plus difficile de ma carrière, confie Moretti, la voix brisée par l'émotion. J'ai choisi d'infiltrer le réseau pour rassembler des preuves irréfutables avant d'alerter la justice. Je pensais pouvoir sauver les victimes et démanteler complètement l'organisation. Moretti explique comment il a réussi à pénétrer dans l'entrepôt de Montreuil en octobre 2008, en se faisant passer pour un client potentiel. C'est lors de cette infiltration qu'il a pu filmer secrètement les locaux et récupérer la cassette contenant les images de Capucine et Salomé. Les conditions de détention étaient épouvantables, décrit-il, luttant visiblement contre ses souvenirs. L'entrepôt était divisé en plusieurs cellules improvisées. Les victimes, une dizaine au total, étaient maintenues dans un état de terreur et de soumission absolue. Beaucoup présentaient des signes évidents de violence physique et psychologique. Mais quand Moretti découvre l'ampleur du réseau et l'identité de certains clients, il comprend qu'il s'attaque à une organisation dépassant largement ses capacités d'intervention. Les ramifications internationales, les complicités politiques et policières, les moyens financiers considérables du groupe rendent toute action isolée extrêmement dangereuse. J'ai essayé de contacter discrètement des collègues de confiance dans la police, explique Moretti, mais à chaque fois, mes interlocuteurs semblaient réticents à poursuivre les investigations. Certains évoquaient des consignes d'en haut, d'autres prétendaient manquer de preuves suffisantes. Face à ces obstacles, Moretti prend une décision désespérée. Il organise une intervention clandestine pour libérer les victimes et faire éclater le scandale publiquement. Avec l'aide de 2 anciens collègues reconvertis dans la sécurité privée, il planifie un raid sur l'entrepôt de Montreuil pour la nuit du 15 novembre 2008. Nous avons trouvé l'entrepôt vide, révèle Moretti, effondré. Le Monde avait été prévenu de nos intentions. Toutes les victimes avaient été déplacées, tous les équipements démontés. Il ne restait qu'un local désaffecté sans la moindre trace d'activité criminelle. Cette opération ratée marque le début d'une période de harcèlement et de menaces contre Moretti. Sa voiture est vandalisée, son appartement cambriolé, ses anciens clients professionnels mystérieusement dissuadés de faire appel à ses services. Le message est clair, il doit cesser ses investigations sous peine de représailles plus graves. Simultanément, Moretti apprend par ses contacts que plusieurs membres présumés du réseau quittent discrètement la France. Laurent Mercier s'installe en Thaïlande officiellement pour des raisons de santé. 2 autres complices s'expatrient respectivement en République dominicaine et aux Philippines. Seul Philippe Le Monde reste à Paris, protégé par son statut social et ses relations. J'ai compris que je m'étais attaqué à quelque chose de trop puissant pour moi, admet Moretti. Mais je ne pouvais pas abandonner complètement. J'ai décidé d'attendre le bon moment pour révéler ce que je savais, en espérant que les circonstances évoluent favorablement. Pendant des mois, Moretti garde précieusement la cassette récupérée dans l'entrepôt, seule preuve tangible de l'enlèvement de Capucine et Salomé. Il surveille discrètement l'évolution de l'affaire officielle, guette les changements dans l'organigramme policier, espère identifier un interlocuteur fiable pour transmettre ces informations. L'élément déclencheur survient en juillet 2009, quand Moretti apprend par la presse la mort subite de Philippe Le Monde. Le producteur succombe officiellement à un infarctus dans sa propriété de Neuilly-sur-Seine. Cette disparition du chef du réseau modifie l'équilibre des forces et diminue les risques de représailles contre d'éventuels témoins. La mort de Le Monde m'a libéré d'une partie de mes craintes, explique Moretti. Mais il me fallait encore choisir le bon interlocuteur pour révéler la vérité. Les familles des victimes méritèrent de savoir, mais je craignais que la police officielle n'enterre à nouveau l'affaire pour éviter un scandale. C'est pourquoi Moretti choisit d'envoyer la cassette à Julien Marchand plutôt qu'aux autorités. Le journaliste a démontré sa persévérance et son intégrité pendant des années d'investigation. Son statut de presse lui permet de révéler la vérité publiquement, rendant plus difficile tout étouffement de l'affaire.
J'ai attendu le 10e anniversaire de la disparition pour symboliser ma démarche, conclut Moretti. 10 ans de silence, c'était suffisant. Les familles et l'opinion publique avaient le droit de connaître la vérité, même si elle est terrible. Quand Moretti termine son récit, un silence pesant s'installe dans la salle d'interrogatoire. Le commandant Lévy et Giraud échangent des regards lourds de sens. Ils comprennent que cette affaire dépasse largement le cadre d'une enquête criminelle classique et va nécessiter des moyens exceptionnels. « Monsieur Moretti, acceptez-vous de témoigner officiellement et de nous aider à identifier tous les membres de ce réseau ?» demande Lévy. « Et c'est exactement ce que j'attends depuis 1 an, » répond l'ancien détective. « J'ai conservé tous mes dossiers, toutes mes photos, tous mes enregistrements. Il est temps que justice soit rendue à Capucine, Salomé et toutes les autres victimes. » L'enquête qui s'ouvre à partir des révélations de Moretti mobilise des moyens considérables de la police judiciaire française et d'Europol. En quelques semaines, les investigations confirment la plupart des éléments révélés par l'ancien détective et permettent d'identifier plusieurs complices du réseau dirigé par Philippe Lemont. Laurent Mercier, l'homme qui avait piégé Capucine et Salomé, est localisé en Thaïlande où il vit sous une fausse identité. Les autorités thaïlandaises, alertées par Interpol, l'arrêtent dans sa villa de Pattaya en novembre 2009. Extradé vers la France en février 2010, il confirme sous interrogatoire sa participation aux enlèvements et révèle des détails supplémentaires sur le fonctionnement du réseau. Mercier explique que Lemont recrutait ses complices parmi d'anciens délinquants en quête de reconversion sociale. Lui-même, ancien proxénète condamné à plusieurs reprises dans les années 90, avait été approché par le producteur en 1988 avec la promesse d'un travail propre et bien payé dans l'industrie du divertissement. Lemont était très intelligent, témoigne Mercier devant les enquêteurs. Il ne nous expliquait jamais l'ensemble de ses opérations. Chacun connaissait seulement sa partie du travail. Moi, je m'occupais uniquement des faux castings et de la capture des victimes. D'autres s'occupaient du transport, de la garde, de la production des films. Cette compartimentalisation explique pourquoi le réseau a pu opérer si longtemps sans être démantelé. Même si l'un des complices était arrêté, il ne pouvait pas compromettre l'ensemble de l'organisation. Seul Lemont possédait une vision globale du système et des contacts avec la clientèle internationale. L'enquête sur les biens de Lemont révèle l'ampleur de son patrimoine. Outre sa société de production légale, le producteur contrôlait plusieurs sociétés écrans en France et à l'étranger. Ses comptes bancaires aux îles Caïmans et au Luxembourg contiennent plusieurs millions d'euros, produits de ses activités criminelles pendant plus de 10 ans. Plus troublant encore, les enquêteurs découvrent dans son coffre-fort personnel une liste de clients comprenant des noms connus du milieu artistique, politique et économique européen. Cette liste Lemont devient rapidement l'un des dossiers les plus sensibles de la justice française, nécessitant des investigations discrètes pour éviter de compromettre des personnalités influentes innocentes. Parallèlement, les recherches se concentre sur le sort exact de Capucine et Salomé. Les témoignages de Mercier et d'autres complices permettent de reconstituer partiellement leur calvaire. Les 2 adolescentes ont effectivement été séquestrées dans l'entrepôt de Montreuil pendant plusieurs mois, contraintes de participer à des productions destinées à des clients privés. Elles résistaient plus que les autres, se souvient Mercier avec une gêne visible. Lemont était furieux parce qu'elles refusaient de coopérer complètement. Il disait qu'elles allaient poser des problèmes et qu'il fallait s'en débarrasser rapidement. Cette résistance des jeunes filles explique probablement pourquoi elles ont disparu du circuit de Lemont plutôt que d'autres victimes. Selon les témoignages recueillis, elles auraient été transférées vers un autre réseau en Europe de l'Est au printemps 2000, soit 6 mois après leur enlèvement. Les enquêteurs parviennent à identifier ce réseau secondaire, dirigé par des ressortissants albanais spécialisés dans le trafic d'êtres humains vers les Balkans. Mais les investigations dans cette direction se heurtent aux difficultés de coopération judiciaire internationale et aux changements politiques survenus dans la région depuis 2000.
En septembre 2010, soit un an après la révélation de l'affaire, les autorités françaises organisent une conférence de presse pour présenter les résultats de leurs investigations. Le procureur de la République de Paris confirme le démantèlement du réseau Le Mont et l'arrestation de 8 complices. Cependant, il ne peut pas apporter de certitude définitive sur le sort final de Capucine et Salomé. Nous avons des raisons de penser que mademoiselle Delaunay et mademoiselle Vernet ont été victimes de ce réseau criminel, déclare le procureur. Mais l'état actuel de nos investigations ne nous permet pas de déterminer avec certitude ce qui leur est arrivé après leur transfert présumé hors de France. Cette annonce officielle apporte une forme de closure aux familles, tout en laissant subsister une part d'incertitude douloureuse. René et Françoise Vernet, Michel et Catherine Delaunay peuvent enfin faire leur deuil en connaissant la vérité sur l'enlèvement de leur fille. Mais l'absence de leur corps et l'incertitude sur leurs derniers moments maintiennent une blessure ouverte. René Vernet, désormais âgé de 63 ans, exprime un mélange de soulagement et d'amertume lors de sa dernière interview télévisée. « Nous savons enfin ce qui est arrivé à notre Salomé. Ces criminels lui ont volé sa vie, ses rêves, son avenir. Mais au moins, nous pouvons arrêter de nous demander si elle va revenir un jour. » Catherine Delaunay, elle, trouve dans cette révélation la force de reprendre une vie normale après 11 années de recherche obsessionnelle. Capucine était une battante. Savoir qu'elle a résisté jusqu'au bout nous rend fiers d'elle. Elle reste notre héroïne, même dans ce cauchemar. L'affaire Le Mont provoque également une remise en question profonde des procédures de protection des jeunes artistes en France. Le ministère de la Culture met en place de nouvelles réglementations pour encadrer les castings et auditions, obligeant les producteurs à s'enregistrer officiellement et à respecter des protocoles stricts lors du recrutement de mineurs. Julien Marchand, dont le rôle dans la révélation de l'affaire lui vaut une reconnaissance professionnelle nationale, continue à enquêter sur les ramifications internationales du réseau. Son livre sur l'affaire, publié en 2011 sous le titre « Capucine et Salomé », enquête sur un réseau de l'ombre, devient un best-seller et contribue à sensibiliser l'opinion publique aux dangers du trafic d'êtres humains. Alain Moretti, bien que blanchi de tout soupçon de complicité, porte le poids de ces années de silence. Il se retire définitivement de toute activité professionnelle et consacre sa retraite à aider bénévolement des associations de recherche de personnes disparues. En mai 2012, soit près de 13 ans après la disparition, une cérémonie d'hommage est organisée au Père-Lachaise en mémoire de Capucine Delaunay et Salomé Vernet. Leurs familles, réunies pour la dernière fois publiquement, dévoilent une plaque commémorative rappelant leurs rêves artistiques et leur courage face à l'adversité. L'inscription, rédigée conjointement par les 4 parents, résume l'esprit des 2 adolescentes. Capucine et Salomé, 16 et 17 ans, mortes pour avoir cru aux promesses du cinéma. Leur passion pour l'art et leur amitié resteront à jamais plus fortes que la barbarie qui leur a ôté la vie. Cette affaire continue d'alimenter les réflexions sur la vulnérabilité des jeunes artistes et l'importance de la prévention dans les milieux culturels. Elle illustre tragiquement comment des rêves légitimes peuvent être exploités par des prédateurs sophistiqués et comment le silence peut parfois protéger les criminels plus efficacement que n'importe quelle complicité active. Aujourd'hui encore, l'enquête sur les ramifications internationales du réseau Le Mont reste partiellement ouverte. Des investigations discrètes se poursuivent en Europe de l'Est et en Asie du Sud-Est, dans l'espoir de retrouver d'autres victimes et de démanteler les dernières cellules de cette organisation criminelle qui a brisé tant de vies pendant plus de 10 ans. Cette affaire nous montre à quel point la frontière entre rêve et cauchemar peut être mince dans certains milieux artistiques. Elle illustre également l'importance de la persévérance journalistique et du courage de certains témoins pour révéler des vérités que d'autres préféraient garder enfouies. Aviez-vous perçu les signaux troublants au fil de cette enquête? Que pensez-vous du silence de Moretti pendant toutes ces années? Partagez vos réflexions dans les commentaires.
Si cette investigation vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies. Votre like et vos partages nous aident à continuer ce travail de mémoire pour toutes les victimes d'affaires similaires.